Dans la poussière du Sahel, un président descend du convoi et rompt le protocole. Là où l'on attendait un discours, il y a un uniforme usé, des rations partagées et un silence qui contraste avec des années de pouvoir distant en Afrique de l'Ouest. Que se passe-t-il quand Ibrahim Traoré choisit la proximité humaine plutôt que la hauteur du pouvoir? Et pourquoi ce geste parle-t-il bien au-delà du Burkina Faso? Peut-être assiste-t-on à l'esquisse d'un leadership qui redéfinit courage, autorité et dignité. Cette histoire promet plus qu'un portrait de dirigeant en temps de guerre. Comprendre ce leadership aide à lire autrement les crises contemporaines. L'enjeu est double. Mesurer l'impact réel d'une autorité incarnée, puis évaluer ses limites face à la violence durable. Le Burkina Faso sert ici de laboratoire brutal où chaque décision se traduit immédiatement sur le moral, la cohésion et la survie. Mais un symbole peut-il tenir quand la pression militaire, sociale et internationale s'intensifie? Ce récit suivra les choix, les réactions et les conséquences concrètes, sans héroïsation ni procès d'intention. Il s'agit d'observer comment une approche fondée sur l'empathie tente de produire de la stabilité, et surtout de comprendre ce qu'elle exige du pays qui l'adopte. Les attentes sont élevées, car la population cherche des signes tangibles de protection et de justice. A l'inverse, les risques d'échec restent présents et coûteraient cher à la confiance collective. C'est cette tension permanente qui guidera l'analyse, étape après étape. La suite montrera comment une promesse morale se confronte au réel. Janvier 2022 marque une rupture nette dans la trajectoire du Burkina Faso. En quelques semaines, Ibrahim Traoré passe du rang d'officier à celui de chef de l'État, dans un pays déjà fragilisé par des années de violence et de désagrégation institutionnelle. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au contexte immédiat. Depuis le milieu des années 2010, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence armée qui dévaste les zones rurales, fragilise les villes secondaires et érode la confiance entre civils et forces de sécurité. Les attaques répétées, l'insécurité permanente et les déplacements forcés ont créé une fatigue collective profonde. L'armée, censée être le rempart, se retrouve elle-même épuisée, mal équipée et moralement atteinte. Dans ce paysage, le pouvoir politique apparaît longtemps lointain, enfermé dans ses codes et ses rituels. Les soldats sur le terrain se sentent isolés et parfois abandonnés, tandis que les civils doutent de la capacité de l'État à les protéger. C'est ce fossé, plus encore que la menace militaire, qui alimente la crise nationale. L'arrivée d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette fracture. Son discours initial ne promet pas une victoire rapide ni une supériorité technologique. Il insiste sur la cohésion, la solidarité et la responsabilité partagée. Ce positionnement tranche avec les approches précédentes, centrées sur la hiérarchie et la distance symbolique du pouvoir. Très tôt, des gestes concrets viennent appuyer cette orientation. La présence physique auprès des soldats, le refus du décorum et l'accent mis sur la dignité individuelle deviennent des marqueurs visibles. Pour une partie de la population, ces signaux résonnent comme une reconnaissance longtemps attendue. Pour d'autres, ils soulèvent des interrogations sur l'efficacité réelle d'un tel modèle face à une guerre asymétrique. Ce contexte explique pourquoi chaque action du nouveau président est scrutée. Le pays ne cherche pas seulement un chef, mais une preuve que l'État peut redevenir proche sans perdre son autorité. C'est sur cette ligne étroite que se joue la suite. Sur le terrain, la figure présidentielle cesse rapidement d'être abstraite. Les soldats décrivent un chef qui partage leur rythme, leurs contraintes et parfois leur silence. Cette proximité n'est pas mise en scène comme un spectacle politique, mais vécue comme une présence répétée, presque banale, qui rompt avec des années de distance institutionnelle. Dans certaines unités, ce changement se traduit d'abord par un effet psychologique. Les militaires évoquent une attention nouvelle portée à leurs conditions de vie, à leur famille, à ce qui se passe après les combats. Le sentiment d'être vu et reconnu agit comme un levier immédiat sur la motivation. Ce n'est pas encore une transformation stratégique, mais un déplacement du regard. L'individu reprend une place centrale dans une machine militaire longtemps perçue comme impersonnelle. Du côté civil, les premières réactions sont contrastées. Dans les zones rurales, les plus touchées par la violence,
La présence régulière des forces armées, associée à des gestes de respect et de dialogue, atténue une méfiance ancienne. Les soldats ne sont plus uniquement associés aux opérations, mais aussi à une forme de protection quotidienne. Ailleurs, notamment dans les centres urbains, certains observateurs restent prudents, attendant des résultats mesurables avant d'accorder leur confiance. Ibrahim Traoré devient ainsi un personnage guide, non par ses discours, mais par une posture répétée. Chaque apparition sur le terrain alimente une narration implicite. Le pouvoir n'est plus hors sol. Cette dynamique produit un impact précoce, fragile mais réel sur le lien entre l'État, l'armée et la population. La question centrale demeure simple et lourde à la fois, cette proximité peut-elle durer sans s'éroder ? Avant son arrivée au pouvoir, la séquence est connue. Attaques répétées, pertes humaines, réponses fragmentées. Après, le rythme change, moins dans l'intensité militaire que dans la manière de gouverner le conflit. Le déclenchement se situe dans les premières semaines. Ibrahim Traoré choisit de ne pas annoncer un plan spectaculaire. Il commence par des gestes sobres, presque déroutants pour un pays habitué aux déclarations solennelles. Il se rend auprès des unités, écoute sans intermédiaire, observe les conditions réelles du front. Cette approche n'apporte pas de solution immédiate, mais elle modifie la perception interne du commandement. Le message implicite est clair, la chaîne de décision repart du terrain, la tension monte rapidement, le contexte sécuritaire ne s'améliore pas mécaniquement et chaque attaque rappelle la brutalité du conflit. Une embuscade meurtrière près de Djibo agit comme un point de bascule émotionnel. Les pertes frappent l'opinion publique, déjà éprouvée. Là où beaucoup attendaient un discours ferme à distance, le président se rend sur place. Pas de mise en scène, pas de protocole lourd. Sa présence aux funérailles, au plus près des familles, devient un moment charnière. Pour certains, c'est un geste de compassion nécessaire. Pour d'autres, une exposition risquée du pouvoir à la douleur collective. C'est à partir de ce moment que les décisions s'enchaînent plus nettement. La création d'un fonds de soutien aux familles des soldats tombés au combat formalise une intention jusque-là symbolique. L'État reconnaît explicitement la dette morale envers ceux qui combattent. En parallèle, des initiatives de réinsertion pour les soldats démobilisés commencent à émerger. Elles visent à éviter une rupture brutale entre la guerre et la vie civile, souvent source de marginalisation. Les répliques de ces choix apparaissent progressivement. Dans certaines unités, le moral se stabilise, les rotations sont ajustées pour limiter l'épuisement prolongé. Des structures de soutien psychologique voient le jour, encore modestes, mais inédites dans leurs principes. Ces mesures ne changent pas l'équilibre militaire du jour au lendemain, mais elles transforment l'expérience quotidienne du conflit pour ceux qui le vivent. Sur le plan politique, cette ligne crée des frictions. Des voix critiques dénoncent une priorité excessive donnée au social dans un contexte de guerre active. Elles soulignent les manques persistants en équipement et en formation. A l'inverse, les partisans de cette approche défendent l'idée qu'une armée affaiblie moralement ne peut tenir durablement, quelle que soit sa puissance matérielle. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'une dynamique contrastée. Chaque décision alimente à la fois l'espoir et le doute. La ligne des événements ne suit pas une progression linéaire vers le succès ou l'échec. Elle dessine plutôt une succession de choix humains confrontés à une réalité sécuritaire implacable. La phase suivante posera une question décisive. Comment mesurer concrètement les effets de cette orientation sur le terrain ? Le passage du symbole au résultat mesurable constitue l'épreuve la plus délicate. Dans un conflit aussi instable, les chiffres ne promettent pas une victoire, mais ils permettent d'évaluer des tendances. Le premier indicateur concerne le soutien aux familles des soldats tombés au combat. Après la mise en place du fonds dédié, plusieurs milliers de foyers reçoivent une aide financière régulière sur une année. Ce chiffre, en soi, ne dit pas tout. Il traduit néanmoins une rupture avec une pratique antérieure marquée par l'irrégularité et l'abandon administratif. Pour les familles concernées, la stabilité financière réduit l'urgence quotidienne et atténue une partie du traumatisme. L'amélioration rapportée de la qualité de vie par une large majorité des bénéficiaires indique que la mesure produit un effet tangible, même dans un environnement d'insécurité persistante. Un second ensemble de données
concerne la réinsertion des soldats démobilisés. Plus d'un millier d'anciens combattants entrent dans des programmes de formation professionnelle en l'espace de quelques mois. Parmi eux, plusieurs centaines lancent dans des activités économiques locales, souvent de petite taille, mais directement liées aux besoins des communautés. Cette dynamique ne transforme pas l'économie nationale, mais elle réduit un risque structurel, celui de voir d'anciens soldats marginalisés, sans perspective, devenir une source d'instabilité supplémentaire. La reconversion agit ici comme un amortisseur social. Le moral des troupes fournit un troisième indicateur clé. Une étude interne conduite après les premières réformes montre une hausse nette du sentiment de soutien parmi les soldats actifs. Une majorité déclare se sentir davantage reconnue par la hiérarchie politique et militaire. Ce type de données reste subjectif, mais il est crucial dans les conflits de longue durée où l'usure psychologique pèse autant que les pertes matérielles. L'introduction de rotations plus régulières contribue également à cet effet en limitant l'exposition continue au front. Les performances opérationnelles offrent un éclairage complémentaire. Les unités bénéficiant de ces rotations rapportent une amélioration notable de leur efficacité perçue sur le terrain. Cette progression ne signifie pas une supériorité stratégique, mais une capacité accrue à tenir dans la durée. Elle suggère que la réduction de l'épuisement a un impact direct sur la qualité de l'engagement. Le soutien psychologique constitue un autre champ mesurable. Les centres ouverts dans les principales villes accueillent un nombre croissant de soldats, et une part significative d'entre eux signale une diminution des symptômes liés au stress post-traumatique. L'intégration de professionnels de santé mentale au plus près des unités marque une innovation institutionnelle. Là encore, l'objectif n'est pas la guérison totale, mais la prévention de l'effondrement individuel et collectif. Enfin, l'évolution du regard civil complète ce tableau. Les enquêtes d'opinion montrent une augmentation du soutien populaire envers l'armée, particulièrement dans les zones rurales. Ce basculement, mesuré en points de pourcentage, reflète une amélioration du lien civilo-militaire. Il ne garantit pas une loyauté durable, mais il réduit la distance qui fragilise l'autorité de l'État. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une tendance plutôt qu'un verdict. Ils indiquent que l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré produit des effets concrets, limités mais réels. La question n'est plus de savoir si ces mesures fonctionnent à court terme, mais si elles peuvent résister à l'épreuve du temps et de la violence continue. La première critique, formulée par des responsables sécuritaires et certains observateurs internationaux, affirme que cette orientation humaniste affaiblit l'efficacité militaire. Selon eux, consacrer des ressources au soutien social, psychologique et à la réinsertion détourne l'attention des priorités urgentes: armement, renseignement et formation tactique. Dans un contexte de guerre asymétrique, disent-ils, la survie de l'État dépend d'abord de sa capacité de frappe et de dissuasion. Une armée trop tournée vers le bien-être risquerait de perdre en discipline et en réactivité. La seconde critique cible la durabilité politique du modèle. Elle soutient que la proximité affichée entre le pouvoir et les soldats crée des attentes difficiles à satisfaire sur le long terme. Si les résultats sécuritaires tardent, ou si les moyens financiers se raréfient, la déception pourrait être plus brutale encore. Ce lien émotionnel, perçu comme une force aujourd'hui, deviendrait alors une source de fragilité, exposant le leadership à un retournement rapide de l'opinion. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, ils reposent sur une conception partielle du conflit. Les données issues des premières réformes montrent que le moral des troupes s'améliore sensiblement lorsque les soldats se sentent soutenus et reconnus. Cette évolution n'est pas anecdotique. Dans les guerres prolongées, la cohésion interne conditionne la capacité à tenir le terrain, même avec des moyens limités. Une armée démoralisée, bien équipée, reste vulnérable à l'effondrement. Par ailleurs, les programmes de réinsertion réduisent un risque souvent sous-estimé, celui de la violence post-conflit. En offrant des perspectives économiques aux anciens combattants, l'État limite la circulation d'hommes entraînés mais désœuvrés. Les chiffres de reconversion et de création d'activités locales suggèrent un effet stabilisateur, modeste mais réel, sur le tissu social. Quant à la durabilité politique, elle dépend moins de la symbolique que de la constance. Les enquêtes d'opinion indiquent une amélioration du soutien civil envers l'armée, notamment dans les zones rurales. Ce soutien reste conditionnel, mais il crée
un espace de confiance indispensable à toute stratégie de long terme. Ibrahim Traoré ne supprime pas les contraintes militaires, il tente de les rendre supportables humainement. La vraie question n'est donc pas de choisir entre humanité et efficacité, mais de savoir si un État peut se permettre d'ignorer l'une sans affaiblir l'autre. La clé n'est pas militaire. Le point de bascule apparaît quand l'on comprend que cette stratégie ne cherche pas d'abord à gagner des batailles, mais à empêcher l'effondrement intérieur. Jusqu'ici, le débat opposait efficacité armée et compassion sociale. Or, la rupture réelle se situe ailleurs, dans la tentative de transformer la guerre en un effort collectif supportable, plutôt qu'en une mécanique d'usure aveugle. Ibrahim Traoré ne redéfinit pas seulement la posture du chef, il redéfinit la fonction même de l'armée. Elle n'est plus uniquement un outil de combat, mais un pilier social exposé, vulnérable, assumé comme tel. Cette lecture change la nature des attentes. La victoire n'est plus pensée comme une élimination rapide de la menace, mais comme la capacité à tenir sans se désagréger. Ce déplacement explique pourquoi certaines mesures, jugées secondaires au départ, deviennent centrales. Le soutien aux familles, la rotation des troupes, l'accompagnement psychologique ne sont pas des compléments. Ils constituent un système de prévention contre la rupture morale. Là où l'État échouait auparavant à maintenir un lien durable, il tente désormais de le réparer avant qu'il ne cède. Cette révélation reconfigure l'analyse. La question n'est plus de savoir si cette approche est idéale, mais si l'alternative, fondée uniquement sur la force, a réellement fonctionné par le passé. À ce stade, la stratégie cesse d'être symbolique. Elle devient une réponse pragmatique à une guerre qui ne se gagne pas vite. Les effets de cette orientation apparaissent différemment selon les acteurs concernés, révélant une transformation inégale mais structurante. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. En plaçant la dignité des soldats au cœur de l'action publique, le pouvoir recentre sa légitimité sur la protection concrète plutôt que sur la seule autorité formelle. Cette posture modifie la relation entre commandement politique et hiérarchie militaire. Les décisions ne descendent plus uniquement par la contrainte, mais s'appuient sur une reconnaissance mutuelle. Sous Ibrahim Traoré, l'État cherche ainsi à restaurer une crédibilité érodée, non par la promesse d'une sécurité totale, mais par une présence continue et lisible. Pour l'armée, l'impact est plus immédiat. Les soldats actifs constatent une amélioration de leurs conditions morales et sociales, sans illusion sur la dureté du front. La rotation des unités limite l'épuisement prolongé, tandis que le soutien aux familles réduit l'angoisse liée à l'avenir. Cette évolution n'élimine pas les pertes ni les risques, mais elle change la perception du sacrifice. Le combat n'est plus vécu comme une impasse individuelle, mais comme un engagement reconnu par la collectivité. Cette reconnaissance renforce la cohésion interne, un facteur décisif dans un conflit de longue durée. Pour les civils, notamment dans les zones rurales, les conséquences se manifestent dans le quotidien. Le rapport aux forces armées se transforme progressivement. Là où la méfiance dominait, liée aux abus passés ou à l'inefficacité perçue, une forme de coopération émerge. Les soldats participent davantage à la vie locale, sécurisent donc des axes vitaux et dialoguent avec les communautés. Cette évolution ne supprime pas la peur liée aux attaques armées, mais elle réduit la distance symbolique entre population et uniforme. Le soutien civil, mesuré par les enquêtes, reflète ce changement de perception. Le quatrième groupe concerne l'environnement régional et international. Les partenaires extérieurs observent cette stratégie avec prudence. Certains y voient un modèle atypique, centré sur la résilience interne, plutôt que sur la projection de puissance. D'autres s'inquiètent d'un affaiblissement capacitaire à court terme. Pourtant, cette approche envoie un signal clair. Le Burkina Faso privilégie une souveraineté fondée sur la cohésion sociale. Cette orientation influence les relations diplomatiques en attirant des soutiens sensibles à la stabilité de long terme, tout en créant des tensions avec ceux qui privilégient une réponse strictement sécuritaire. Ces conséquences, prises ensemble, dessinent un paysage contrasté. Aucun groupe ne bénéficie d'une amélioration totale et immédiate. Cependant, un fil commun se dégage, la réduction du sentiment d'abandon.
En agissant simultanément sur l'État, l'armée, les civils et l'image extérieure, Ibrahim Traoré installe une dynamique où la guerre n'est plus seulement un affrontement armé, mais une épreuve sociale collective. La suite dépendra de la capacité à transformer ces effets partiels en trajectoire durable. À court terme, l'évolution de cette trajectoire peut se lire à travers 3 scénarios distincts, chacun conditionné par des facteurs internes et externes. Le scénario de base repose sur la continuité. Les réformes sociales et militaires se maintiennent à un rythme constant, sans accélération majeure ni rupture brutale. La sécurité progresse de façon inégale selon les régions, mais la cohésion interne se consolide. L'armée tient ses positions, la coopération avec les civils se stabilise, et la légitimité du pouvoir demeure suffisante pour éviter une crise politique ouverte. Dans cette configuration, le pays ne sort pas du conflit, mais il parvient à en contenir les effets les plus déstabilisants. La priorité reste la résilience plutôt que la victoire rapide. Le scénario optimiste suppose un alignement favorable. Les mesures de soutien portent davantage leurs fruits, le moral des troupes continue de s'améliorer et la coordination opérationnelle gagne en efficacité. Certaines zones rurales connaissent un recul mesurable de l'insécurité, permettant une reprise limitée des activités économiques locales. Sur le plan diplomatique, cette stabilisation relative ouvre la voie à des partenariats plus équilibrés, fondés sur l'appui technique plutôt que sur la dépendance. Dans ce cas, le leadership d'Ibrahim Traoré s'impose comme un facteur de stabilisation régionale, non par la force mais par la capacité à maintenir un État fonctionnel sous pression. Le scénario défavorable, enfin, met en lumière les fragilités du modèle. Une recrudescence des attaques, combinée à des contraintes budgétaires accrues, pourrait épuiser rapidement les marges de manœuvre. Si les attentes suscitées par la proximité du pouvoir ne sont plus satisfaites, la déception peut se transformer en défiance. Les tensions internes, politiques ou militaires, risqueraient alors de s'exacerber. Dans ce contexte, la stratégie fondée sur la cohésion pourrait être perçue comme insuffisante face à l'urgence sécuritaire. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation s'impose. Penser en conditions plutôt qu'en certitude. Si les ressources suivent et si la constance politique est maintenue, alors la résilience peut s'ancrer. Si, en revanche, les soutiens s'érodent, ou si la violence s'intensifie sans réponse adaptée, alors le modèle sera mis à l'épreuve. L'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de préparer l'État à absorber le choc, quel que soit le scénario. Au-delà des institutions, cette trajectoire affecte directement des groupes concrets, souvent absents des analyses stratégiques. Pour les familles de soldats, le changement est d'abord émotionnel. La reconnaissance officielle du sacrifice, accompagnée d'un soutien matériel et psychologique, rompt avec un sentiment ancien d'invisibilité. Cette reconnaissance ne supprime ni le deuil, ni l'angoisse, mais elle redonne une place sociale à des foyers longtemps marginalisés par la guerre. Pour les jeunes civils des zones exposées, l'effet est plus ambigu. D'un côté, la présence militaire humanisée réduit la peur immédiate et facilite le dialogue. De l'autre, l'absence de perspectives économiques durables maintient une vulnérabilité structurelle. Les programmes de réinsertion et de formation esquissent des réponses, mais leur portée reste limitée face à l'ampleur des besoins. Ici, l'espoir n'est moins des résultats que du sentiment que l'État commence à regarder ses territoires autrement. Les anciens combattants constituent un troisième groupe clé. Leur réintégration progressive dans la vie civile modifie la perception du retour du front. Là où la démobilisation signifiait souvent isolement et précarité, elle devient, pour certains, une transition accompagnée. Cette évolution réduit les risques de violences secondaires et transforme d'anciens soldats en acteurs économiques locaux, parfois modestes mais visibles. Enfin, pour les citoyens éloignés du front, l'impact se joue sur le plan symbolique. Le leadership incarné projette une image de proximité qui contraste avec des décennies de pouvoir distant. Cette image nourrit un sentiment d'appartenance, mais elle crée aussi des attentes élevées. La population observe, compare et juge dans la durée. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de convergence de ces regards multiples. Chacun y projette ses propres espoirs et ses propres doutes. Ce lien direct avec la société est une force, mais aussi une responsabilité lourde.
La suite dépendra de la capacité à transformer cette attention en confiance durable. À ce stade, la stratégie ne peut tenir sans une structuration claire des actions. La première étape consiste à stabiliser ce qui existe déjà. Les mécanismes de soutien aux familles et aux soldats doivent être sécurisés administrativement, avec des procédures simples et traçables. L'objectif est d'éviter les ruptures de paiement, source de désillusion rapide. Mesurer la régularité et la couverture réelle devient ici un indicateur central. La deuxième étape vise la professionnalisation progressive. Il s'agit de renforcer la formation des unités tout en intégrant durablement l'accompagnement psychologique et la rotation des troupes. Cette combinaison permet de maintenir l'efficacité opérationnelle sans épuiser les ressources humaines. Le critère d'évaluation n'est pas la victoire immédiate, mais la capacité à maintenir des effectifs fonctionnels dans le temps. La troisième étape concerne la réinsertion. Les programmes existants doivent être reliés aux besoins économiques locaux afin d'éviter des formations déconnectées du terrain. Associer collectivités, acteurs économiques et anciens combattants permet de créer des trajectoires réalistes. Le succès se mesure par la durabilité des activités, non par leur simple lancement. Une quatrième étape touche à la relation civilo-militaire. Formaliser les espaces de dialogue avec les communautés locales réduit les tensions et améliore la circulation de l'information. Cette coopération ne remplace pas la sécurité, mais elle en accroît l'efficacité. L'indicateur clé reste la confiance exprimée par les populations concernées. Enfin, la cohérence politique doit être préservée. Ibrahim Traoré porte personnellement cette orientation, mais elle doit survivre à la figure du chef. Inscrire ces pratiques dans des cadres institutionnels limite leur dépendance à un leadership unique. Le succès se juge alors à une question simple. L'État peut-il continuer sans se dédire ? Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle offre cependant un chemin lisible pour transformer une vision morale en action durable. Le fil conducteur revient à cette scène simple. Un chef présent, sans distance inutile, au milieu de ceux qui portent le poids du conflit. Ce motif, aperçu plus tôt sur le terrain, prend ici une dimension plus large. Il ne s'agit plus seulement d'un geste, mais d'une manière de gouverner qui accepte la vulnérabilité comme partie intégrante de l'autorité. Ibrahim Traoré incarne ce retour à l'essentiel. Sa posture rappelle que le pouvoir dans un pays éprouvé ne se mesure pas uniquement en ordre donné ou en territoire de contrôler, mais en capacité à rester lié à la réalité humaine. Cette proximité, répétée dans le temps, devient un langage politique en soi. Elle parle aux soldats, aux familles, aux civils qui cherchent des repères stables dans un environnement incertain. L'émotion ne naît pas d'un récit héroïque, mais de la cohérence entre les actes et les paroles. Lorsque le leadership s'inscrit dans le quotidien, il cesse d'être abstrait. Il devient reconnaissable, parfois contesté, mais rarement ignoré. Cette reconnaissance constitue peut-être le socle le plus fragile et le plus précieux de la transformation en cours. Le rappel de cette image initiale n'apporte pas de conclusion définitive. Il souligne simplement une vérité durable. La confiance ne se décrète pas, elle se construit pas à pas au contact direct du réel. Au terme de ce parcours, l'histoire racontée dépasse le cadre d'un seul pays. Elle interroge une conception du pouvoir souvent associée à la distance, à la verticalité et à la maîtrise technocratique. Ici, une autre voie est esquissée, fondée sur la proximité, l'écoute et la reconnaissance du coût humain des décisions politiques. Le cas du Burkina Faso invite à une réflexion plus large. Dans des sociétés confrontées à la violence, à la défiance et à la fragmentation, la question centrale n'est peut-être pas seulement celle de la force disponible, mais de la relation entre l'État et ceux qu'il gouverne. Un leadership qui accepte de s'exposer peut-il renforcer durablement la cohésion ou crée-t-il de nouvelles fragilités ? Ibrahim Traoré pose cette question sans la formuler explicitement. Son approche agit comme un miroir tendu à d'autres contextes, bien au-delà du Sahel. Elle invite chacun à repenser ce qu'il attend réellement d'un dirigeant en temps de crise. La réflexion reste ouverte. Elle appelle au débat, à l'observation attentive et au dialogue plutôt qu'à des réponses définitives.